Cette vidéo est sponsorisée par MSI. Découvrez le Katana GF66. Un châssis élégant, fin et léger en aluminium brossé avec motifs asymétriques, inspiré par les armes japonaises et conçu par l'illustrateur japonais Nagano Tsuyoshi. Une connectique dernier cri. Le dernier processeur Intel Core i7-12800H de 12e génération pour des performances hors normes et une mobilité parfaite, jusqu'à 30% plus de performance. Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti GDDR6 4Go, 50% plus puissant que la GTX 1650 Ti qui vous permet de faire tourner les jeux du moment grâce à la puissance phénoménale de Nvidia Ampere. Le PC prend en charge le DLSS et le Ray Tracing sur un écran qui assure une fluidité optimale lors de vos parties, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une dalle de niveau IPS. Une technologie de refroidissement Color Boost 5 avec 2 ventilateurs et 6 caloducs pour garantir une très bonne circulation de la chaleur. Une mémoire DDR4 3200 de dernière génération, beaucoup plus rapide que la précédente. La technologie Naimic 3 pour un son immersif à 360 degrés et compatible à la norme audio Height Resolution. Du Wi-Fi 6, la nouvelle norme de connexion 3 fois plus rapide que la norme précédente. Et pour finir, le MSI Center avec mode gaming, vous permettant de surveiller et d'optimiser le système par l'intermédiaire de plusieurs paramètres et ce, en un seul clic. Si vous recherchiez un PC portable pour jouer ou pour travailler, vous l'avez compris, le Katana GF66 est le PC qu'il vous faut. Personnellement, je le trouve vraiment stylé, super performant et ça va me faire mal au cœur de le renvoyer à MSI après cette sponsor. Le clavier est agréable, il y a une bonne autonomie pour l'utilisation que j'en ai fait, bref, c'est exactement ce qu'il me faut pour travailler paisiblement en pleine forêt. Bon, c'est pas normal. J'entends très régulièrement qu'il ne se passe rien sur YouTube. Et le pire, c'est que je l'entends très souvent de la bouche de passionnés de jeux vidéo. Mais des chaînes YouTube pas très connues qui parlent de jeux vidéo, il y en a des tas. Et qui produisent encore du contenu. Et du contenu, ma foi, de très bonne qualité. Alors aujourd'hui, je vous conseille 10 chaînes YouTube sur le jeu vidéo qui ont chacune moins de 100 000 abonnés. Et dont le contenu est extrêmement quali. Après ça, croyez-moi, vous ne pourrez plus dire qu'il ne se passe rien sur la plateforme. D'ailleurs, ce n'est ni un top, ni un classement, je vais vous les présenter par ordre alphabétique, donc restez bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti! Aubin. Alors je le suis depuis pas mal d'années déjà, et puisque je le vois régulièrement tweeter et poster des vidéos, en fait ça fait longtemps que je crois à tort qu'il a des centaines de milliers d'abonnés. Ce qui ne serait pas du tout incohérent avec son taf, et d'ailleurs serait même plutôt mérité. Quelle surprise j'ai eue en me rendant sur sa chaîne il y a quelques jours quand j'ai vu qu'il n'avait que 45 000 abonnés. Je pense qu'on peut se dire que c'est quand même un jeu qui sort enfin du carcan extrêmement verrouillé de Pokémon. Parce qu'une fois qu'on passe son tuto immonde de 4 heures, vraiment c'était interminable, j'en pouvais plus, ce qui se dessine ressemble quand même un peu au jeu dont je rêvais en étant gosse. La plupart auront sûrement vu des streams ou du gameplay, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, Pokémon Arceus ou Arceus, j'en sais rien, c'est un épisode qui met un peu de côté les combats de dresseurs pour se concentrer sur le Pokédex et la chasse. Aubin, c'est un gars qui crée un contenu ultra chill dans lequel il va donner son avis sur plusieurs jeux, mais non, c'est plus que ça. Il va aussi aborder les débats qui entourent ses œuvres, mettre en avant des qualités rarement soulignées sur certains jeux. Souvent, il va même mettre le doigt sur des mécaniques intéressantes du jeu dont on ne se rend pas forcément compte quand on joue. Il a cette finesse, cette nuance qui fait que on se sent bien quand on regarde ses vidéos. Un buffer, en gros, c'est un tampon, ça veut dire que quand on appuie sur un bouton, cet input, cette information d'action, elle va être conservée dans la mémoire un certain temps, et puis elle va déclencher l'action correspondante au premier moment disponible, à la première frame. Par exemple, imaginons que vous vous fassiez taper et que vous appuyez sur la roulade, le buffer va conserver l'input de la roulade jusqu'à la fin de votre animation de titubement et le lancer à la première frame où vous pouvez bouger. Ça permet que ladite roulade se lance le plus vite possible et ça permet de donner une certaine réactivité aux commandes. Tous les jeux du monde en utilisent aujourd'hui des buffers, c'est extrêmement important pour donner des contrôles organiques. Essayez de jouer à un vieux jeu comme Smash Bros Melee qui a pas de buffer, vous allez vite comprendre l'intérêt que ça peut avoir. Ces sujets sont aussi divers que variés. Dans ces dernières vidéos, on a par exemple Donkey Kong, Street Fighter, Hogwarts Legacy.
Bref, il y a un peu de tout, vous y trouverez forcément votre bonheur et je vous dis que le soir, avec une petite tisane au bain, c'est le top. Esquive la boule de feu. J'adore les longs essais sur les jeux vidéo qui peuvent durer 1, 2, voire 3 heures. Ce sont la plupart du temps des vidéos réalisées par des Américains et j'aime beaucoup m'endormir devant ce genre de vidéos. Et un soir, alors que je commençais à m'endormir, YouTube me redirige vers une autre vidéo de ce style, mais quelle fut ma surprise d'entendre une voix française. Eh bien c'était Esquive la boule de feu sur Pokémon Crystal. C'est une région tronquée et parasitée par Kanto qui de son côté ne fait pas grand chose pour justifier son existence en dehors de sa valeur nostalgique. Et la valeur nostalgique, elle est bien là. Voir l'évolution de ces environnements 3 ans plus tard est réellement cool. En tout cas jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que toutes ces évolutions servent à justifier la disparition de contenu, comme la destruction de Cramoisil. Ce fut le coup de cœur. Esquive la boule de feu, ce sont des analyses très poussées sur des jeux. Et quand on voit les 2 dernières vidéos, 1h30 pour Ocarina of Time et 2 heures pour Dark Souls, inutile de dire que du contenu à savourer, eh bien il y en a. Ces longues rétrospectives permettent de couvrir de larges thèmes de nos licences préférées, comme l'évolution de leur gameplay, de leur level design ou de leur scénario. Par exemple, dans sa série sur Zelda, au fil des épisodes, on observe comment la saga est progressivement devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et parallèlement, le fait que les vidéos soient de plus en plus poussées donne à cet ensemble un vrai sentiment de progression, au fur et à mesure que l'on suit Esquive la boule de feu. Vous vous souviendrez peut-être que j'étais assez mitigé par rapport aux donjons de Link to the Past. Leur similarité mécanique, leur recours trop fréquent à un design linéaire, leurs difficultés un peu frustrantes et des erreurs de design grossières comme ces boss que vous ne pouvez pas tuer si vous ne remplissez pas une certaine condition au moment où vous entrez dans la pièce, faisaient sérieusement de l'ombre à leur qualité, la première d'entre elles étant l'identité structurelle et visuelle qui leur était donnée. Imaginez donc mon bonheur à l'idée que Link's Awakening garde cette qualité et fasse de sérieux progrès quant à ses défauts. Déjà, adieu les donjons de type épreuve. Tous ceux de Link's Awakening s'inscrivent dans la catégorie des labyrinthes, avec embranchements, masse de petites clés à ramasser, cartes à étudier, murs à bomber et backtracking volontaire. Et je m'en réjouis parce que des jeux qui nous font combattre des monstres pièce après pièce, il y en a 13 à la douzaine, mais des jeux qui nous font résoudre des énigmes d'orientation à grande échelle, c'est beaucoup plus rare et c'est une spécificité de la série Zelda qui mérite d'être explorée. Je ne peux que vous encourager à suivre cette chaîne. 15 000 abonnés, mais pour ce taf, c'est rien du tout. De mon côté, j'attends impatiemment les prochaines vidéos. Elio, c'est un gars qui a une chaîne centrée sur l'univers de Pokémon, et autant dire que le gars est calé au niveau du lore. Nous sommes de retour à ON, mais cette fois-ci il y a 1000 ans, après les événements du site Météore. Un éclat du tir de l'arme suprême qui avait été dévié de sa trajectoire 2000 ans plus tôt s'apprêtait à retomber sur Terre sous la forme d'un immense astéroïde. La collision ne pouvait être évitée, et ce dernier frappa ON au beau milieu de l'océan, créant un immense cratère. Celui-ci deviendra plus tard la ville d'Atalanopolis. Groudon et Kyogre, qui sommeillaient dans les profondeurs marines et terrestres, se réveillèrent à nouveau à cause de l'impact. Terrifiés par l'affrontement de ces titans, les habitants de ON avaient alors souhaité que Rayquaza puisse intervenir de nouveau, tout comme l'avaient fait leurs ancêtres. Ce que j'aime énormément avec Elio, c'est que sa chaîne va totalement de pair avec le concept de monstre de poche. Des vidéos d'une moyenne de 10-15 minutes qui se regardent bien n'importe où et n'importe quand, comme si l'on pouvait avoir une encyclopédie vidéo de Pokémon dans notre poche. Comme un petit Pokédex en soi. Ces vidéos agissent comme des petites capsules d'information, des bulles en dehors du temps dans lesquelles on s'aventure sur les terres des régions pokémonesques. Alors Elio, il parle beaucoup du lore de Pokémon sur sa chaîne, mais ça l'empêche pas d'aborder d'autres sujets, comme par exemple la pertinence des remakes, il va faire des petites analyses de trailers et surtout des théories. Lugia avait à la suite de sa capture été soumis au protocole obscur, mais sous des doses plus fortes. Angeline avait tellement fait d'expérience sur Lugia que celui-ci avait été totalement dénaturé, allant même jusqu'à changer certains traits de son physique, chose qui n'était jamais arrivée avant. Petite anecdote, mais en 2005, la personne qui avait imaginé le design de Lugia Obscur chez Genius Sonority, c'était un homme du nom de James Turner. Cet homme est maintenant assez connu dans le milieu de Pokémon car il travaille depuis quelques années chez Game Freak, et ce fameux James, en tant que directeur artistique pour Pokémon Épée et Bouclier, a travaillé sur le design des oiseaux légendaires de Galar. C'est frais, c'est dynamique et c'est toujours intéressant. D'ailleurs, petit coucou aussi à Zicone qui participe régulièrement à ces vidéos, qui a une très bonne chaîne YouTube, lui aussi. Abonnez-vous à ces gars, 28 000 et 13 000 abonnés, je sais qu'on peut leur donner plus de force que ça. Kingdom of Stot. L'année dernière, je préparais un 5 théories sur Tomb Raider. Bon, cet épisode de 5 théories n'arrivera jamais, je vous en avais parlé dans mon bilan de l'année, mais durant mes recherches, j'ai découvert justement Kingdom of Stot. Sur cette chaîne, ce n'est pas 1, 2, 3 ou 4, voire 5 documentaires sur Tomb Raider qui vous attendent, mais 9.
Nous sommes fin 1997 et Core Design voudrait travailler sur un Tomb Raider nouvelle génération qui inclurait un nouveau moteur et de toutes nouvelles animations. Un Tomb Raider 3 bien plus ambitieux que les 2 précédents titres et qui nécessiterait 2 ans de développement. Stuart Atkinson expliquera que c'était la seule option si on voulait que la licence évolue. Cependant, Eidos veut un Tomb Raider pour Noël 1998 car la demande des consommateurs est très forte. L'équipe de développement du premier Tomb Raider exprimera son mécontentement de revivre avec un calendrier de développement exigeant. Il sera donc décidé via une réunion qu'une nouvelle équipe sera formée à partir des autres projets du studio. Reprenant la chronologie de cette saga culte du JV, chaque vidéo vous transporte à l'époque de la sortie d'un jeu et vous présente tout ce qui en découle. Sa production, son marketing, son univers étendu, parfois pendant plus d'1 heure. Et franchement, l'heure, on la voit pas du tout passer quand on regarde ça. Je pense même que quand on n'y connaît rien à Lara Croft, les vidéos sont quand même cool à regarder. Je veux dire, Tomb Raider, c'est tellement une licence importante du jeu vidéo qu'on apprend tellement de choses sur le jeu vidéo en regardant ça. Excellente chaîne. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le studio, Eidos lui fera la proposition de passer à la tête du studio Crystal Dynamics et de repenser Tomb Raider de A à Z. Il acceptera la proposition et après une vague de licenciements chez Crystal Dynamics, voici Darrell et les derniers survivants du studio qui se pencheront sur la question de redéfinir le mythe Tomb Raider. Le mois dernier, un nouveau format est tombé, PlayStation Stories. Dans celui-ci, Kingdom of Thoth revient sur la création et la production de licences phares de PlayStation. Et le premier épisode est centré sur Uncharted. Une nouvelle émission à suivre de près, donc je vous conseille fortement de vous abonner, car 700 abonnés... Ouais, c'est 700 abonnés, non mais... 700 abonnés, mais non, mais là faut faire quelque chose. Regardez des vidéos, c'est très cool. Mais en vous abonnant aux vidéastes que vous appréciez, vous participez vraiment à leur visibilité sur YouTube. Non, abonnez-vous là, 700 abonnés, c'est trop peu. Nostalgeek, 53 000 abonnés, c'est déjà très cool. Mais c'est rien comparé à la qualité du taf qui est effectué sur cette chaîne. Des essais captivants, des impressions palpitantes, chaque vidéo est une excursion dans un autre monde. Ajoutez à ça une plume talentueuse, une narration dynamique et un montage précis. Nostalgeek est sans aucun doute une chaîne à surveiller. À bien des égards, le jeu-service est une évolution plus économiquement raisonnable du MMO. Il s'agit de publier un jeu online étant régulièrement mis à jour avec de petites mais fréquentes piqûres de contenu, le tout étant construit pour être monétisé sur le long terme, en même temps que l'on maintient l'engagement du joueur. Ces jeux étant généralement conçus pour demander moins de temps qu'un MMO classique, c'est d'ailleurs pour cela qu'on les a nommés pendant un moment MMO Lite, on pourrait croire qu'ils nécessiteraient moins de moyens pour être maintenus en pleine santé. En réalité, ça marche moyennement. À moins de s'appeler Warzone ou GTA Online et donc d'avoir accès à un solide portefeuille, ainsi que d'équipes capables de produire rapidement des tonnes de contenu, ces jeux tiennent rarement debout sur le long terme. J'étais tombé sur cette chaîne il y a quelques mois, YouTube arrêtait pas de me recommander la vidéo sur le mythe de la difficulté, j'avais savouré cette vidéo, elle était vraiment très très cool, mais j'avais un peu oublié cette chaîne, et là il y a seulement quelques semaines je me suis remis à fond dedans et... excellent, Nostalgeek c'est excellent. Alors si la vidéo sur le mythe de la difficulté est une belle porte d'entrée dans le monde de Nostalgeek, sachez qu'il traite de divers jeux comme Dragon's Dogma, Resident Evil, Final Fantasy, Sea of Thieves, Death Stranding, bref, du contenu et du bon contenu, et ben c'est pas ce qui manque ici. Je suis actuellement en train de regarder les vidéos de Nostalgeek qui... en tout cas de loin comme ça ne m'intéressait pas parce que les sujets je les connaissais pas forcément et elle est là la force de Nostalgeek, c'est que même les sujets que vous pensez n'en avoir rien à faire, et ben à la fin de la vidéo vous vous dites waouh c'était incroyable. Un petit studio de support sans expérience de développement AAA se voit confier une suite/reboot de la plus grosse franchise SF du jeu vidéo. Le moteur confié au studio est inutile, le leadership du studio n'a ni expérience ni vision et le projet doit être terminé en moins de 16 mois. Comme si la pression ne suffisait pas à faire lâcher les nerfs des employés, leurs collègues avec plus d'expérience refusent de les aider par rivalité, instaurant un climat toxique dans leur milieu de travail. Une année infernale se dresse devant eux. 21 mars 2017. Mass Effect Andromeda sort enfin dans les magasins. Le jeune Nostalgeek, tout plein de candeur et pas encore aigri par les frasques de l'industrie vidéoludique, se dirige vers son magasin de jeux préféré pour aller chercher ce qui restera la dernière précommande de sa vie. La suite, vous la connaissez. Bref, Nostalgeek c'est captivant même si vous connaissez pas du tout les sujets qu'il aborde. Non, abonnez-vous. Non. Non là vraiment vous abusez là.
Oh non, mais là vous abusez les gars là. J'ai parlé de Rinkuto à plusieurs reprises sur cette chaîne. Dès qu'on me réclame de nouvelles vidéos sur Zelda, je vous dis d'aller voir les vidéos de Rinkuto. Dès qu'il sort une vidéo, je vous dis que si vous aimez Zelda, il faut aller voir son taf. On a même fait des conférences en convention ensemble sur Zelda, on a fait un feat ensemble. Et 46 000 abonnés, mais non mais... 46 000 abonnés, mais... Vous êtes pas curieux. Je suis en train de regarder les statistiques de mes vidéos de Zelda, c'est plusieurs millions de vues sur ma chaîne, les vidéos de Zelda. C'est sûr que ça vous plairait. Rinkuto, c'est 1000 fois plus quali que mes 5 théories sur Zelda, hein. Vraiment, il faut que vous vous abonniez. De son nom original, statue de la divinité géante maléfique, ce monument qui surplombe le désert et qui siège au cœur du temple de l'esprit représente une seule et même idole vénérée par les anciens Gerudo, la déesse des sables. Cette divinité est inhérente à ce temple qui, lui, repose intégralement sur la notion de dualité, celle du yin et du yang, dont le symbole est visible jusque sur le médaillon de l'esprit. Ce concept oppose deux éléments différents qui se complètent pour former un tout, en l'occurrence, l'unité de l'esprit. Il est ainsi nécessaire pour Link d'alterner entre l'enfance et l'âge adulte pour compléter ce temple, impliquant l'esprit du héros dans son entièreté. Rinkuto, c'est donc une chaîne centrée sur Zelda, l'une des meilleures sur YouTube. L'ambiance est apaisante, réconfortante, à l'image de Breath of the Wild, et les vidéos de Rinkuto sont des plongées totales en immersion dans les contrées lointaines d'Hyrule. Il y aborde les mystères de la franchise, les zones d'ombre du lore, les inspirations de cet univers. Le tout dans une ambiance si prenante que quand une vidéo se termine, tout ce qu'on veut, c'est en commencer une autre. Je dois protéger tout le monde. La relique divine se plie au désir le plus cher et le plus profond d'une personne. Plus le vœu est fort, plus puissante est l'expression de ce vœu par la Triforce. Du plus profond de son cœur, Zelda a souhaité la protection de toutes les personnes à qui elle tenait. Mais l'ironie du sort est qu'il n'y avait à ce moment plus personne à protéger. Mon peuple, mes amis, mon père, tous ont péri à cause de... Son père, Mipha, Daruk, Revali, Urbosa et Link. Il était déjà trop tard. Alors, quand le désir le plus cher de la princesse fut celui de protéger ces mêmes personnes, la réalité se plia à sa volonté. Rinkuto, c'est vraiment prenant. Et pour bien connaître le gars maintenant, c'est un mec en or. Il mériterait beaucoup plus. Et son taf enfin, vous l'avez vu, son taf est dingue. D'ailleurs, il fait que de me teaser sa prochaine vidéo qui devait arriver déjà il y a quelques mois. Ça va être incroyable, ça va être ouf, ça va être dingue. Donc abonnez-vous, vous ne pouvez pas louper ça. Sakaru, ma découverte la plus récente. Ces dernières semaines, j'ai eu une grosse période Mario Kart en famille. Et du coup, un soir, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu des documentaires de faits sur Mario Kart. Et voilà que je tombe sur une énorme vidéo de 3 heures sur Mario Kart. Nickel. Sakaru, c'est des longs documentaires sur des sagas cultes comme Mario, Mario Kart, Pokémon, des docus sur des développeurs comme Sakurai ou Iwata, des docus sur l'histoire des consoles comme la PS1 ou la Game Boy, et même des docus sur des moments forts du jeu vidéo comme la chute de Sega ou la naissance du speedrun par exemple. En voyant ça, Yamauchi décide d'annuler le contrat sans rien dire à Sony. Il envoie Minoru Arakawa, son beau-fils et président de Nintendo of America, ainsi qu'Howard Lincoln, que je ne présente plus, à Amsterdam pour négocier dans le dos de Sony un partenariat avec Philips, le grand rival de Sony. Ils négocient en catastrophe avec Philips, ils veulent absolument avoir un nouvel accord tout de suite. Du coup, ils vont laisser à Philips le droit d'utiliser les personnages de la série Mario et Zelda pour quelques jeux en contrepartie de son système de licensing. Et le lendemain, alors que Sony a annoncé qu'ils travaillaient avec Nintendo et qu'ils étaient partenaires, Howard Lincoln s'avance sur scène et révèle sur la stupeur des journalistes que Nintendo abandonne Sony et qu'il travaille désormais avec Philips. Et là, c'est le choc pour tout le monde et la honte pour Sony qui n'avait pas arrêté de répéter qu'il travaillait avec Nintendo. On connaît très souvent les petites anecdotes connues du JV, mais avec Sakaru, déjà toutes ces anecdotes sont présentées dans un contexte nous permettant de beaucoup mieux les comprendre. Mais surtout, il creuse tellement le sujet qu'il y a une multitude d'anecdotes et d'infos que je ne connaissais pas. Et d'avoir tout ça dans l'ordre chronologique sous forme de docu, ça rend le monde du jeu vidéo encore plus intéressant. Avec Sakaru, c'est l'histoire du jeu vidéo, mais l'histoire avec un grand H. Doom va intégrer ce qu'on appelle des gameplay demos.
En gros, il donne la possibilité aux joueurs d'enregistrer ses parties et de les partager. Attendez, mais on est au milieu des années 90. Comment c'est possible d'enregistrer et de partager des parties ? Eh bien en fait, le jeu n'enregistre pas la vidéo du gameplay, il enregistre tous les boutons qui ont été appuyés et à quel moment, ce qui fait qu'il peut les rejouer à partir des fichiers, qui du coup ne pèsent que quelques octets, alors qu'une vidéo pèserait bien trop lourd pour le début d'Internet. Actuellement, je suis en train de vivre cette petite amertume que l'on a tous quand on termine toutes les vidéos d'une chaîne YouTube. Sakaru, j'attends impatiemment la suite. 39 000 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, vous allez kiffer. Sophia Game Spectrum. Bon, bah là, j'ai pas les mots. Game Spectrum, tenu par Sophia, c'est pas une chaîne YouTube qui fait des documentaires sur des jeux vidéo, mais sur des thématiques du jeu vidéo. C'est ultra quali. J'adore l'atmosphère qui se dégage de ce contenu, que ce soit les choix musicaux, le montage. C'est super bien écrit et super bien construit. Il y a même des intervenants qui sont interviewés et en fait ça traite du jeu vidéo mais sous le prisme du social, de la politique, de la philo. Non, c'est super bien foutu. Dans la foulée, le journaliste Jason Schreier publiait un livre enquête sur les conditions de travail dans de grands studios, du sang, des larmes et des pixels. Puis en septembre dernier, le studio Telltale Games, à l'origine de jeux comme l'adaptation de The Walking Dead, annonçait licencier la majorité de ses employés sans sommation. Et enfin, en octobre, ce sont les dirigeants du studio Rockstar Games qui annonçaient quelques jours avant la sortie de Red Dead Redemption 2 qu'une partie de leur équipe avait bossé près de 100 heures par semaine à certains moments du développement. Et tout ça, ça a fait tellement de bruit qu'on a même fini par parler conditions de travail au JT de France 2, c'est pour vous dire. Donc, comme vous pouvez voir, l'ambiance dans l'industrie, elle est plutôt tendue ces derniers temps. Ça réfléchit beaucoup aux quatre coins du globe pour voir comment on pourrait améliorer les choses. Et ça, c'est notamment parce que, tous ces problèmes soulevés en ce moment, en vérité, ça fait un moment qu'ils sont là, sous le tapis. Et la parole, elle commence à se libérer. Au programme, la place des hommes et des femmes dans le jeu vidéo, un docu sur Dead Cells, sur Fortnite, sur les conditions de travail dans cette industrie. Il y a un taf de monstres derrière cette chaîne YouTube. Récemment, Sophia a annoncé que la chaîne allait s'ouvrir à d'autres thématiques et ne parlera plus exclusivement de jeux vidéo. Alors je suis super curieux et même plutôt hypé par tous ces nouveaux projets. Pour être un peu plus clair, il reste une vidéo encore que je veux réaliser sur une série de jeux qui m'ont marqué et qui m'ont aidé ces derniers temps. Et puis peut-être un dernier gros documentaire qui est en pause depuis plus d'1 an. Parce que je crois que j'ai dû faire un peu un burn-out. Oupsie. Mais après ça, c'est fini. Je n'ai plus envie de parler uniquement de jeux vidéo. Je n'ai plus envie d'appeler ma chaîne comme ça non plus. Bref, on arrive à la fin de Game Spectrum et au début d'autre chose. Et la chaîne va donc changer de nom. On envoie de la force à Sophia qui malheureusement a passé une dernière année assez douloureuse. Alors, 51 000 abonnés. Il faut exploser ça, c'est bien trop peu, comme d'hab, pour le taf accompli. The Great Review, qui partage son travail sur la chaîne du même nom et la chaîne MGG France, est un vidéaste dont les sujets sont aussi bien l'analyse de jeux comme l'explication de mystères intrigants, en passant par des biographies de joueurs d'e-sport comme des reviews de grands événements du JV. Sauf que cette fois, cette terre de légende qu'on se contente d'habitude d'entrevoir dans le récit, on est dedans. On peut la parcourir, on peut visiter ces lieux, on peut analyser les symboles sur ces murs. Et lorsqu'on regarde ces fameux murs de plus près, est-ce qu'on voit des textures basse résolution, copier-coller partout pour gagner du temps ? Non. On y voit un océan de détails, exactement comme si ce lieu était réel, exactement comme s'il avait une histoire. Des détails et du mystère, c'est les deux ingrédients magiques qui génèrent la fascination chez l'esprit humain. Et pour nous, qui arpentons ce monde derrière, ça nous donne l'impression qu'on nous a exceptionnellement laissé entrer dans un lieu qui n'est censé exister que dans notre imagination. Alors forcément, on veut jamais partir. Ouais, ça donne envie ça. Si bien sûr les montages fluides de The Great Review ou bien la pertinence de ses propos font sûrement partie de son succès, ce qui frappe en premier lieu, c'est son storytelling. La façon qu'il a de nous raconter des histoires nous accroche dès les premières secondes de la vidéo, si bien que même si le sujet ne semblait a priori ne pas m'intéresser, je sais que puisque c'est lui qui raconte, ça va m'intéresser. Même si je pense qu'une partie de son succès vient en réalité de sa voix suave et délicieuse. Sacrée voix de narrateur The Great Review. Enfin, quand je dis succès, 79 000 abonnés, ça mérite beaucoup plus là. On peut lui faire passer la barre symbolique des 100 000 abonnés. Je sais qu'on peut le faire, je vous fais confiance. Mais savez-vous que les gens de chez Redlinks, le studio derrière Trials, aiment les énigmes, avec une passion à la limite du bizarre, et que travailler sur des jeux de moto les a pas empêchés de mettre dans leur jeu une énigme qui est probablement la plus ambitieuse que j'ai vue dans un jeu vidéo à ce jour, une énigme qui a commencé il y a bientôt 10 ans, qui continue encore aujourd'hui, et qui prendra fin quand vous, moi, et probablement tous ceux qui verront cette vidéo, seront déjà morts. Si
Si cette intro de vidéo ne vous a pas intrigué, alors je ne sais pas ce qu'il vous faut. C'est toujours un plaisir de se poser et d'écouter les histoires de The Great Review. Trans. Bon alors à la limite, pour toutes les autres chaînes, je comprends qu'il n'y ait pas encore des centaines de milliers d'abonnés. C'est un contenu de niche, assez long, que l'algorithme de YouTube ne met peut-être pas forcément en avant. Mais alors pour Trans, non, là c'est pas possible, c'est une chaîne qui devrait avoir le million d'abonnés depuis bien longtemps. Ainsi, la tortue sur la couverture du Game Review a été insérée dans le monde de Pokémon lors de la 5e génération. Le félin toupie, design le moins abouti parmi les trois, a sans doute servi de base à Capoeira. Quant à la dernière créature, celle qui nous intéresse, il s'agit probablement d'un redesign de Gaoun, alors précédemment mis de côté. En perfectionniste, le design qu'il a mis au point pour le Game Review va taper dans l'œil de Sugimori. Le Kara designer va faire le choix de lui apporter une touche finale et de l'intégrer dans les jeux à venir. Le monstre se verra attribuer 2 préévolutions. Sugimori designera d'abord Infect, et en tête d'offrir à la famille de monstres un développement comparable à celui des insectes, il complétera le trio avec Ambrilex, pas encore finalisé en 98, et dont on trouve un placeholder laissant deviner les intentions du Pokémon dans une ROM dont le contenu a leaké récemment. Une fois les 3 créatures finalisées, les versions or et argent ont vu leur bestiaire accueillir un trio de Pokémon pseudo-légendaires. Et c'est ainsi que le roi des monstres a fait rugir son nom dans tout Johto. Tyrannosif. Ouais, bien sûr que ça envoie du pâté, vous avez vu ce montage de dingue? Trans, la chaîne qui translucide les bails Pokémon, est une chaîne centrée sur les origines et les inspirations de Pokémon. Dans l'émission Verso, l'équipe de Trans vous présente le passé créatif d'une multitude de monstres comme Lucario, Dracofeu, Ectoplasma, Lipoutou et tant d'autres encore. Vous y trouverez aussi des documentaires comme sur Pokémon Go par exemple ou la Pokémon Mania de 2000. Comme Rinkuto pour Zelda, il est impossible pour un fan de Pokémon de ne pas s'abonner à Trans. Le contenu est si fourni, consistant, fascinant, il est certain que même si vous pensez tout connaître de Pokémon, cette chaîne vous en apprendra encore plus. Promis, je suis calé sur la licence et pourtant à chaque vidéo de Trans, à chaque fois je suis sur le cul. Les archives de Kanto précisent que l'étrange graine sur le dos de Bulbizarre grandit avec lui depuis sa naissance. S'il n'y a pas grand chose à dire sur le bulbe en lui-même, mis à part que celui-ci ressemble à un oignon, on en apprend davantage lorsque le Pokémon évolue. La plante sur le dos d'Herbizarre ressemble à un bouton de tulipe cerné de feuilles exotiques, pouvant s'apparenter à celle d'un bananier. Mais surtout, le Pokémon nous lance sur une piste inespérée. Dans les versions rouge et verte japonaises puis rouge et bleu, on apprend qu'Herbizarre semble perdre son habileté à se tenir sur ses pattes arrière à mesure que son bouton grossit. Le sprite du Pokémon dans les versions rouge et verte va dans ce sens. Herbizarre semble écrasé sous le poids d'une plante imposante. 67 000 abonnés, non mais foncez, abonnez-vous. Cette chaîne mérite beaucoup plus de reconnaissance et il y a beaucoup de fans de Pokémon qui ignorent encore que cette chaîne existe. Bon, voilà, j'espère que vous trouverez votre bonheur dans cette petite liste et si vous avez d'autres chaînes à proposer, voire même peut-être la vôtre, n'hésitez pas dans les commentaires. Petit coucou au copain Ed Layton qui a récemment passé le cap des 100 000 abonnés. Il fait des vidéos sur le contenu inutilisé des jeux et explore les œuvres en caméra libre. C'est très très cool. Félicitations à toi copain, vivement qu'on se revoit pour boire une petite bière. Merci à MSI d'avoir sponsorisé cette vidéo, le projet 23 demande beaucoup de sous. Heureusement qu'ils étaient là. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée, on se retrouve très bientôt, d'ici là prenez soin de vous, la bise!